L'inspecteur Harry est entré à jamais dans l'histoire du cinéma. Mais derrière le regard d'acier de Clint Eastwood et les rues brumeuses de San Francisco se cache une mine de secrets que la plupart des fans ignorent. Aujourd'hui, nous vous dévoilons 21 anecdotes insolites sur l'inspecteur Harry. Des échecs de casting aux menaces de mort, d'une véritable source d'inspiration comme un tueur en série aux significations cachées qui vous ont complètement échappé. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'anecdote bonus. Elle pourrait bien vous époustoufler autant que le Magnum .44 de Harry. Le film portait un autre nom. Avant de devenir Dirty Harry, il s'appelait Dead Right. Le scénario original, écrit par Harry Julian Frink et sa femme Rita, se déroulait non pas à San Francisco, mais à New York. Imaginez un détective vieillissant, approchant la soixantaine, et le dénouement ne montrait même pas Harry abattant le tueur. C'était un tireur d'élite de la police qui s'en chargeait. Une autre première version situait l'action à Seattle. Le scénario a subi 4 réécritures majeures, transformant à chaque fois l'histoire. Dans une version, Harry se terminait même par un tir sur sa propre tempe pendant le braquage de banque. Franchement, dans toute cette agitation, j'ai un peu perdu le fil moi-même. Je sais ce que vous pensez. Appuyer sur la détente, rire et s'en aller. Eastwood et Seagull ont tous deux trouvé cela trop extrême. Il a fallu des années de développement avant que le thriller de San Francisco que nous connaissons aujourd'hui n'émerge enfin de ce chaos. Frank Sinatra était pressenti pour incarner Dirty Harry. Voici un fait qui change tout ce que vous pensiez savoir sur ce film. Frank Sinatra était le premier choix du studio pour jouer Harry Callahan. À 55 ans, le beau gosse aux yeux bleus correspondait parfaitement au profil du personnage, un détective d'un certain âge, usé par la vie, approchant la soixantaine. Mais le destin en avait décidé autrement. Police. Eh oui, dites-lui que l'inspecteur Callahan soupçonne un vol de type 211 en cours à la banque. Sinatra s'était blessé à la main des années auparavant lors du tournage du Candidat Manchu et ne pouvait tout simplement pas manier confortablement l'imposant revolver Smith & Wesson modèle 29. De plus, son père était récemment décédé et Sinatra souhaitait se consacrer à des projets plus légers. Cette blessure, qui semblait n'être qu'un petit contretemps, a finalement marqué l'histoire du cinéma. Quand cette porte s'est fermée pour Sinatra, elle a ouvert la porte au rôle le plus emblématique de toute la carrière de Clint Eastwood. Une pléiade de légendes a refusé le rôle. Sinatra n'était pas la seule star à le décliner. John Wayne a tout fait pour l'obtenir, mais le studio le jugeait tout simplement trop âgé pour les exigences physiques du film. Un barman me l'a présenté. Burt Lancaster l'a refusé car il désapprouvait ce qu'il percevait comme la dimension politique de droite du film. Paul Newman l'a également refusé pour des raisons similaires, mais voici le rebondissement qui a tout changé. Avant de se retirer définitivement, Newman a donné un conseil crucial aux producteurs. Engagez Clint Eastwood. Robert Mitchum a déclaré, avec son franc-parler habituel, que c'était un film qu'il ne ferait pour rien au monde. Steve McQueen a décliné l'offre car il ne voulait pas tourner un autre film policier après Bullet. Ce n'est pas vraiment le problème. Enfin si, c'est le cas. George C. Scott a également refusé, invoquant la violence excessive du scénario. Parfois, le casting idéal ne se révèle que par le rejet. Un héros de guerre a failli incarner le méchant. Le réalisateur Don Siegel nourrissait une vision audacieuse et choquante pour le casting du tueur du Scorpio. Il voulait Audie Murphy, le soldat américain le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir traversé la région de Khmar, on pourra commencer, et un véritable héros hollywoodien, connu pour ses rôles de personnages impeccables dans les westerns. Par tous les diables, emmenez-le à la forge et dites-lui que je vous rejoins dans quelques minutes.
Seagull pensait que l'ironie savoureuse de voir un héros national interpréter un tueur psychopathe choquerait profondément les spectateurs. Le contraste entre l'image héroïque de Murphy et la dépravation du Scorpio créerait quelque chose d'inoubliable. Tragiquement, Murphy a péri dans un accident d'avion le 28 mai 1971. Audie Murphy, l'homme le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale, a été retrouvé mort cet après-midi dans l'épave d'un avion léger, dans les collines de Virginie, juste avant le début du tournage, avant qu'il n'ait pu donner son accord définitif pour le rôle. Le rôle fut finalement attribué à un acteur de théâtre inconnu du nom d'Andrew Robinson, quelqu'un qui avait, selon Seagull, un visage de jeune choriste. La transformation terrifiante d'Andrew Robinson. Cet acteur inconnu, c'était Andrew Robinson, et sa performance était si troublante de réalisme qu'elle a failli ruiner sa carrière. Après la sortie du film, Robinson a reçu de véritables menaces de mort et a été contraint de prendre un numéro de téléphone confidentiel. Le public ne pouvait tout simplement pas dissocier l'acteur du monstre. Ce rôle l'a cantonné à ce type de personnage pendant des années. Où allons-nous? C'est la voie que nous sommes censés suivre. Les producteurs étaient terrifiés à l'idée de lui confier des rôles plus sympathiques. Ironie fascinante. Dans la vie, Robinson est un pacifiste qui abhorre les armes à feu. Au début du tournage, il sursautait tellement à chaque coup de feu que Don Siegel a interrompu la production et l'a envoyé suivre une formation professionnelle au maniement des armes. Robinson a également créé un passé complexe pour son personnage, imaginant Scorpio comme un vétéran du Vietnam traumatisé. Ce jeune garçon sage est devenu le tueur le plus glaçant du cinéma. Le symbole de la paix du méchant avait une signification sombre. Observez attentivement Scorpio tout au long du film. Vous remarquerez qu'il porte une ceinture à boucles ornée du symbole de la paix. Ce n'était pas un choix vestimentaire anodin. C'était une déclaration délibérément calculée par le réalisateur Don Siegel. Il a expliqué plus tard ce symbolisme dans des interviews. Cela nous rappelle que, aussi vicieux soit-il, lorsqu'une personne se regarde dans le miroir, elle reste aveugle à sa véritable nature. Ce symbole de la paix déformée est devenu une puissante métaphore visuelle du manque total de conscience de soi du personnage. Un tueur dérangé qui se prenait probablement pour quelqu'un de complètement différent. Combiné à son allure de hippie négligé, cela signifie « Tu m'entends, vieux? Je vais faire un tour en voiture ou je vais décorer ce bus avec ta cervelle. » Le symbole de la paix suggérait que le mal pouvait se cacher derrière n'importe quelle idéologie. C'est le genre de détail subtil qui récompense les spectateurs attentifs, même des décennies plus tard. La fameuse improvisation qui a fait rire tout le monde. L'une des répliques les plus mémorables du film n'était en réalité pas du tout dans le scénario. Lorsque Harry coince enfin Scorpio et Mount Davidson Cross et dégaine son énorme revolver, la réaction de Robinson « Oh là là, il est imposant » était totalement improvisée sur le moment. Le double sens évident était si inattendu et si parfaitement interprété que toute l'équipe a éclaté d'un rire incontrôlable, se roulant littéralement par terre. Ils ont dû retourner toute la scène, car les rires gâchaient complètement la prise. Mais Don Siegel aimait tellement cette improvisation qu'il a insisté pour la garder au montage final. Elle ajoutait une touche d'humour noir et dérangeant qui rendait Scorpio encore plus inquiétant. Parfois, les meilleurs moments du cinéma sont ceux que personne n'avait prévus. Clint Eastwood a fait ici ses débuts secrets de réalisateur. La plupart des fans ignorent que Dirty Harry lui a offert sa première expérience de réalisation d'un long métrage sans être crédité au générique. Lors du tournage de la scène du suicide au California Hall, rue Polk, Don Siegel tomba malade de la grippe et fut incapable de travailler. Plutôt que d'interrompre la production et de perdre un temps et un argent précieux, Eastwood prit les rênes et réalisa lui-même toute la séquence. 6 nuits étaient prévues pour le tournage.
Eastwood la boucla en une seule. La scène nécessitait qu'il soit perché dans la nacelle d'un camion de pompiers avec une équipe réduite au minimum, ce qui lui simplifiait la tâche. Son premier film officiel en tant que réalisateur, Un frisson dans la nuit, sorti quelques semaines seulement avant Dirty Harry. Mais c'est bien ce travail non crédité qui marqua le véritable début de sa légendaire carrière de réalisateur. Le .44 Magnum n'était pas réellement le pistolet le plus puissant au monde. La fameuse affirmation d'Harry, selon laquelle son Smith & Wesson était l'arme de poing la plus puissante au monde, a offert un spectacle cinématographique absolument incroyable. Mais Ian, c'est un .44 Magnum, le pistolet le plus puissant au monde. Mais cette affirmation n'était pas tout à fait exacte. Dès 1971, la cartouche 454 Casley existait et délivrait environ 2 fois plus d'énergie que le .44 Magnum, avec un recul nettement supérieur. Cependant, les revolvers chambrés pour cette cartouche n'ont été commercialisés qu'à partir de 1983. Techniquement, Harry avait donc raison pour son époque. Je sais ce que vous vous dites. A-t-il tiré 6 coups? Du moins, si l'on considère les armes de poing largement disponibles et produites en série, que le grand public pouvait acheter. Le scénariste John Milius, passionné d'armes à feu et membre du conseil d'administration de la NRA, connaissait certainement la vérité technique, mais il avait compris quelque chose de plus important. La réplique sonnait incroyablement bien à l'écran, et c'était bien là l'essentiel pour le film. L'arme qui a sauvé Smith & Wesson. Avant la sortie de Dirty Harry au cinéma, le Smith & Wesson Model 29 était un échec commercial, malgré sa popularité auprès des passionnés d'armes à feu. Comme le légendaire journaliste spécialisé Elmer Keith, ses ventes étaient restées modestes pendant des années. L'entreprise avait cessé sa production régulière, ne fabriquant que de petites séries lorsque les stocks étaient épuisés. Puis, en décembre 1971, Clint Eastwood prononça son monologue légendaire sur le pistolet le plus puissant du monde. Vous vous demandez sans doute s'il a tiré 6 coups ou seulement 5. Pour être honnête, tout a basculé du jour au lendemain. La demande explosa à tel point que Smith & Wesson fut débordé pendant des années. Les armureries voyaient les clients faire la queue à chaque nouvelle livraison. La légende raconte que chaque marathon Dirty Harry à la télévision entraînait une nouvelle hausse des ventes dès le lendemain. Un simple discours au cinéma a sauvé toute une gamme de produits. La scène du braquage de banque n'a pas été filmée à San Francisco. Voici un secret qui pourrait surprendre même les fans les plus assidus. Presque toutes les scènes de l'inspecteur Harry ont été tournées à San Francisco, à l'exception d'une séquence cruciale. Le braquage emblématique où Harry prononce son fameux monologue « Est-ce que je me sens chanceux ?» tout en croquant dans un hot dog, a en réalité été filmé dans les studios Universal à Los Angeles. Pourquoi ce changement? Les accidents de voiture, les explosions et les fusillades étaient tout simplement plus faciles et plus sûrs à mettre en scène dans un studio plutôt que de bloquer les rues de San Francisco. La production a construit des façades de rues convaincantes, avec de faux rails de tramway et des devantures de magasins d'époque. Mais Eastwood a glissé un clin d'œil astucieux que les spectateurs les plus attentifs pourront découvrir. Le clin d'œil caché au cinéma. Pendant la scène du braquage de banque, filmée dans les studios de Los Angeles. Cris et gémissements. Regardez attentivement l'enseigne du cinéma visible en arrière-plan. Elle annonce « Play Misty for Me », le premier film réalisé par Clint Eastwood, qui était d'ailleurs à l'affiche au même moment que le tournage de Dirty Harry. Dans l'univers fictif du film, Clint Eastwood existe donc bel et bien comme une star de cinéma. Écoute, Evelyn, il faut qu'on éclaircisse un point. C'est incroyable ce qu'un homme est prêt à faire pour un sandwich au pastrami. Alors que ses propres films étaient à l'affiche de l'autre côté de la ville, c'est une plaisanterie subtile et amusante que la plupart des spectateurs ont complètement ratée lors de la sortie du film.
Les décorateurs l'ont incluse à la demande express d'Eastwood. Ce clin d'œil est resté caché à la vue de tous pendant plus de 50 ans, attendant d'être repéré par des fans attentifs lors de visionnages répétés. Lieu réel, véritable mairie. La production a bénéficié d'un accès exceptionnel au véritable monument de San Francisco, conférant au film une authenticité qu'aucun décor de studio n'aurait pu égaler. Les scènes de la mairie ont été tournées dans le véritable bureau du maire, à l'hôtel de ville de San Francisco. Vous n'allez pas payer, n'est-ce pas, monsieur le maire? La ville de San Francisco ne paie pas les criminels. Tourné pendant le week-end du Memorial Day, alors que le bâtiment était complètement vide, la piscine sur le toit de la scène d'ouverture, glaçante, appartenait en réalité au Holiday Inn de Chinatown. Les scènes d'intérieur du commissariat ont été filmées dans le bâtiment de PGE et le stade Kezar, où Harry affronte Scorpio dans cette séquence de football américain terrifiante, a été choisi après qu'Eastwood et Seagull aient assisté à un match des 49 ERs. En observant le stade vide la nuit, Seagull a pensé que ce décor étrange, semblable à un amphithéâtre, serait parfait pour l'une des confrontations les plus tendues du cinéma. Clint Eastwood a bel et bien sauté dans ce bus. La cascade a coupé le souffle où Harry se jette d'un pont ferroviaire sur le toit d'un bus scolaire en marche n'a pas été réalisée par un cascadeur professionnel. C'est bien Clint Eastwood lui-même. Son visage est parfaitement visible tout au long du plan, tandis qu'il effectue ce saut périlleux. La star de 41 ans a insisté pour le faire elle-même, malgré le danger évident et les objections de l'équipe d'assurance de la production. Il n'y avait pas de filet de sécurité dissimulé en dessous, pas d'effets spéciaux numériques ajoutés par la suite, juste un acteur totalement dévoué à l'authenticité, risquant une grave blessure pour une seule prise. Lorsque vous regardez cette séquence aujourd'hui, vous assistez à un véritable moment de risque physique. C'est le genre de cinéma traditionnel, avec ses prises de vue réelles, qui n'existe plus à l'ère du numérique. Le tueur Scorpio était inspiré d'un monstre bien réel. Scorpio n'est pas un personnage sorti de nulle part par les scénaristes. Il s'inspire directement du tueur du Zodiac, un tueur en série non identifié qui a terrorisé la baie de San Francisco à la fin des années 1960 et n'a jamais été appréhendé. Il a fasciné le monde pendant des décennies. Aujourd'hui, un groupe d'enquêteurs affirme avoir résolu l'affaire du tristement célèbre tueur du Zodiac. Tout comme Scorpio, le véritable Zodiac envoyait des lettres provocatrices à la police et aux médias. À la ville de San Francisco, je prendrais plaisir à tuer une personne chaque jour, disait-il. Ces lettres étaient truffées de messages codés et de menaces terrifiantes. Dans l'un d'eux, particulièrement glaçant, le tueur menaçait de détourner un bus scolaire rempli d'enfants. Une menace qui constitue le point culminant du film. En 1971, les spectateurs de San Francisco qui regardaient Dirty Harry n'étaient pas seulement effrayés par un méchant de fiction. Ils voyaient une version romancée du monstre qui avait hanté leur ville quelques années auparavant et qui, toujours, courait toujours. L'horreur était douloureusement, indéniablement réelle. Harry Callahan était lui aussi inspiré d'un véritable détective. Ce n'était pas seulement le méchant qui puisait son inspiration dans la réalité. Harry Callahan était librement inspiré de David Tashy, le légendaire enquêteur principal de la véritable affaire du Zodiac, devenu célèbre dans tout San Francisco pour son dévouement et son style personnel unique. Arrestation du suspect du Zodiac. Mon partenaire, l'inspecteur Armstrong, et moi-même, qui étions en charge de l'affaire, avons reçu... Tashy était connu pour son éthique de travail absolument infatigable, sa frustration croissante face aux obstacles bureaucratiques qui entravaient son enquête, et une affaire exaspérante qui semblait totalement impossible à résoudre malgré tous ses efforts pendant de nombreuses années. Les scénaristes ont soigneusement étudié ses méthodes et sa personnalité lors de la création du personnage de Harry pour le film. Des années plus tard,
Mark Ruffalo interprétera de façon mémorable Tashi dans le film acclamé de David Fincher, Zodiac 2007. Je n'ai pas peur de tuer à nouveau. Le lien entre la fiction de Dirty Harry et la terrifiante réalité de San Francisco est bien plus profond que la plupart des spectateurs occasionnels ne l'imaginent. Terrence Malick a écrit une première version de scénario qui a été refusée. Avant de devenir l'un des réalisateurs les plus célèbres et les plus philosophes du cinéma, avec des chefs-d'œuvre comme Badlands, Les Moissons du ciel et The Tree of Life, le jeune Terrence Malick s'est essayé à ce scénario brut et sans fioriture. Sa version non conventionnelle a transformé Scorpio en quelque chose de complètement différent. Un justicier qui s'en prenait spécifiquement aux criminels fortunés ayant échappé à la justice grâce à d'ingénieuses failles juridiques et à des avocats hors de prix. Don Siegel a lu la version soumise et l'a détestée, estimant qu'elle passait complètement à côté de l'essence du film. Oh non, si tu touches encore une fois à cette fille, je ne te dirai pas qui elle est. On se comprend? Hein? Mais Clint Eastwood se souvenait de l'idée intéressante de Malick et l'a discrètement mise de côté pour un usage futur. Des années plus tard, ces idées rejetées sont finalement devenues la base créative de la première suite, Magnum Force, qui explorait le concept troublant de policiers justiciers assassinant des criminels. Même les scénarios refusés peuvent connaître une seconde vie surprenante. Le lancer d'insignes. Une scène qui a failli ne jamais voir le jour. L'image finale poignante du film, Harry jetant son insigne de police à l'eau après avoir tué Scorpio, a failli être coupé au montage. Eastwood était profondément mal à l'aise avec cette scène, craignant sincèrement que le public ne croie que Harry quittait définitivement la police. Siegel défendait avec passion cette idée qui symbolisait la profonde frustration de Harry face à un système défaillant protégeant les meurtriers grâce à des subtilités juridiques. Ils finirent par trouver un compromis. Harry commençait à jeter son insigne, puis hésitait et le rangeait dans sa poche. Mais le jour du tournage, Eastwood changea d'avis et s'engagea pleinement dans la fin originale, puissante et percutante. Ce moment devint un hommage délibéré au western classique Le train sifflera 3 fois, High Noon, où Gary Cooper, lui aussi, jette son insigne, dégoûté par le système. La musique qui a inventé l'acid jazz. Le compositeur Lo Schifrin, auréolé de son travail légendaire sur Mission Impossible et Bullet, a créé une bande originale véritablement visionnaire. Il a fusionné avec brio musique classique, jazz, rock psychédélique et voix de soprano envoûtantes et sans paroles, créant ainsi ce que les critiques musicaux qualifieraient plus tard d'acid jazz 25 ans avant que le genre n'existe officiellement. Cette partition novatrice transforme Harry en un personnage incroyablement cool, grâce à des lignes de basse électrique entraînantes et des rythmes nerveux et incisifs qui électrisent même les scènes les plus simples. La voix de soprano étrange qui accompagne les scènes de Scorpio donne encore aujourd'hui des frissons. Étonnamment, la bande originale complète n'a été officiellement publiée sur album qu'en 2004, plus de 30 ans après la sortie du film en salle. Pendant 3 décennies, le chef-d'œuvre de Schifrin n'a existé que sous forme de courts extraits sur des compilations confidentielles, ce qui en fait l'une des bandes originales les plus recherchées par les collectionneurs avertis. Le film a déclenché une vive polémique. Lors de la première de L'Inspecteur Harry en décembre 1971, la Ford Tan était-elle toujours garée devant la banque? Ce film a enflammé la controverse, qui allait durer des années. La critique influente Pauline Kael du New Yorker l'a qualifié de film profondément immoral et l'a accusé de promouvoir des valeurs fascistes, contraires aux protections juridiques libérales. Lors de la 44e cérémonie des Oscars, le président de l'Académie des arts et des sciences du cinéma était présent. Des manifestantes féministes se sont rassemblées à l'extérieur, brandissant des banderoles où l'on pouvait lire
L'inspecteur Harry est un porc pourri. Des débats enflammés ont fait rage. Le film glorifiait-il les brutalités policières ou dépeignait-il fidèlement les frustrations des forces de l'ordre? Mais Don Siegel est resté imperturbable. Il a fait une révélation fascinante. Je suis libéral, plutôt de gauche, Clint est conservateur, plutôt de droite. Pendant le tournage, nous n'avons jamais parlé politique. Le débat sur la véritable signification de ce film se poursuit encore aujourd'hui. Anecdote bonus. La gifle qui a fait le tour du monde. Et voici l'anecdote bonus que je gardais pour la fin. Vous vous souvenez de la scène troublante du bus scolaire détourné où Scorpio gifle violemment un enfant terrorisé? Vous voulez rentrer chez vous et retrouver votre femme? Priez pour lui. La main qui frappe le jeune acteur n'est en réalité pas celle d'Andrew Robinson. Elle appartient au réalisateur Don Siegel lui-même, qui a pris l'initiative de gifler l'enfant devant la caméra. Mais voici ce qui rend la scène encore plus surréaliste et dérangeante. L'enfant giflé était le beau-fils d'Andrew Robinson, Steve Zack, qui tenait un petit rôle dans le film. Une histoire de famille bizarre, d'une manière des plus gênantes, donnant naissance à l'un des moments les plus perturbants du film, fruit d'une collaboration totalement inattendue. Dirty Harry n'a pas seulement révolutionné le cinéma d'action, il a redéfini le héros de cinéma. Imparfait, furieux et évoluant dans des zones grises morales, il a poussé les spectateurs à remettre en question toute notion de justice. Le bruit du Point 44 Magnum résonne encore à Hollywood aujourd'hui. En 2012, la Bibliothèque du Congrès a sélectionné Dirty Harry pour être conservé au registre national du film. Pas mal pour un film qui a failli avoir Frank Sinatra à l'affiche. Laissez un commentaire avec votre scène préférée de Dirty Harry et dites-moi quel film culte on devrait analyser ensuite. Abonnez-vous, likez et rejoignez le club. Parce qu'au Rewatch Club, on ne se contente pas de regarder des films, on se sent privilégié, les amis.